une production Girl Crush. Sur notre balado, on veut vous apporter des conversations qui sont inspirantes, importantes, mais on veut aussi vous encourager à prendre soin de vous. Et c'est pourquoi on est commandité par Floravie, qui est une entreprise canadienne dédiée à vous offrir des solutions inclusives et innovantes pour votre plaisir intime et votre santé sexuelle. Les produits Floravie sont conçus en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, sont hypoallergéniques, de haute qualité et adaptés à tous. Que vous soyez à la recherche de lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, d'accessoires intimes, de dilatateurs vaginaux ou même d'aphrodisiaques naturels, Floravie a tout ce qu'il vous faut. Et pour les hommes, Floravie propose aussi une gamme complète incluant des anneaux peignés, des sprays désensibilisants et bien plus encore. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques dans le respect de votre intimité et de votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver tous les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que chez Supermarché Santé Avril. Vous préférez magasiner en ligne? Il n'y a pas de problème. Allez au floravie.com pour découvrir la gamme complète et utiliser le code promo LBALADO15 pour obtenir 15 % de rabais sur votre commande. Sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Salut Charlotte! Allô? Je suis tellement excitée de t'avoir au podcast. Charlotte, c'est ma très bonne amie. Je suis quand même vraiment contente quand tu as dit en plus de l'inviter. Je trouvais que la thématique d'aujourd'hui va être un sujet ou du moins un épisode vraiment intéressant. Oui, parce que tu es incroyable. Et voilà. Et on commence avec des attentes. On commence en force. Oui! Charlotte, tu es ergothérapeute. On parle de gestion de l'énergie aujourd'hui. J'adore. Mais avant de commencer, on a des questions en rafale pour toi. Oui. Fait qu'il y a des questions rapides, réponses rapides. Parfait. T'es prête? Oui. Un repas pour le reste de ta vie, lequel serait-il? Les Pokéballs. Pas de réponse. Oh, ça fait longtemps que j'en ai mangé. Mm-hmm. Si tu as une journée libre, tu n'as rien dans ta journée, là, qu'est-ce que tu fais? Une longue balade en vélo. Ah, en plus, c'est l'été. Ouais, faudrait que j'y aille des fois. Un rituel ou une activité qui t'aide à décompresser après une grosse journée? Bonne question. Je dirais un souper avec mon chum. Un souper tête à tête ou genre devant la télévision? Ou... Peu importe. Je pense juste à présence. Dernière question. Un livre ou le livre qui a le plus impacté soit ta vie personnelle ou ta pratique professionnelle? Par amour du stress de Sonia Lupien. Ça serait au niveau professionnel, puis personnel aussi. Sonia, on t'attend à l'épisode. Imagine si on est capable de booker Sonia la même saison que Charlotte. Là, Ils reçoivent beaucoup de courriels de nous. Oui. Genre, on y écrit constamment. Je vais être vraiment fan. En fait, c'est que je veux vraiment qu'elle vienne sur le podcast pour impressionner Charlotte. Oui, j'aime bien. Je me dis, si t'es capable d'inviter Sonia Lupien, là, on va passer les standards. Ouais. Là, ça va être ici. Là. J'adore. Commençons avec juste en apprendre un peu plus sur toi. Tu peux-tu nous donner ton parcours professionnel? Comment tu t'es rendue à faire de l'ergothérapie? Oui, moi j'ai un parcours un peu différent de mes collègues en ergo. J'ai commencé en fait un bac en soins infirmiers à l'Uni, avant de faire mon parcours en ergo. Puis à travers mes sessions d'université en soins infirmiers, j'ai côtoyé dans mes stages des ergos, plus particulièrement en santé mentale. Puis là, j'ai découvert la profession d'ergo en santé mentale qui est quelque chose qu'on connaît pas tant dans la vie. Là, c'est vraiment ce que je fais. Même des fois, j'ai des clients qui sont ergo puis ils savent pas tant ce que je fais en santé mentale. Je trouve que ça en dit long quand même sur à quel point là, on fait un travail dans l'ombre. Mais moi-même, je le sais pas en tant que physio. Franchement, on va le démystifier. On va le démystifier aujourd'hui. Fait que j'ai côtoyé des ergos. Je suis vraiment tombée en amour avec la profession. Fait que j'ai décidé de faire le changement. Fait que j'ai recommencé mes études, bac maîtrise pour devenir ergo. Puis depuis que j'ai gradué, je travaille exclusivement, en tout cas, santé mentale exclusivement. Ouais. Félicitations parce que c'est un gros... c'est difficile de recommencer, en plus à l'université et tout, là, changer de parcours une fois que tu es déjà dedans. Hein? Quand elle veut être médecin, là, on est en train de la craquer. Non, je veux être physio et médecin. Je veux me cloner, tu comprends? Faire tout. Je peux pas tout faire dans la vie. Mais ça a été difficile, le changement, parce qu'au final...
j'adorais les soins infirmiers. Ouais. J'aimais vraiment la pratique en soins. Mais je me suis dit, OK, on y va. J'avais le goût aussi de des conditions de travail peut-être un peu plus stables, plus alléchantes, on va le dire comme ça. Là. Mettons, on se met pas la tête dans le sable, les infirmières n'ont pas les meilleures conditions. Fait que j'ai fait le changement. Puis finalement, tout ce que j'adorais des soins, je le retrouve en ergo et plus. Fait que j'ai jamais regretté mon changement. Mais faire le saut, ça m'a pris un bon 2 semaines de comme paralyser complètement. Puis éventuellement, j'ai fait le saut. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais regretté mon choix. Mais j'adore, moi, mon métier. J'adore. Ben oui. J'adore. Mais elle aimait full les soins infirmiers aussi. J'aimerais juste assister à des accouchements, en fait. C'est ça qui m'attire. Mais bon, on fera un épisode un peu sur nos réflexions bientôt. Un épisode juste nous deux. Oui. On serait dû. On démystifie, c'est quoi l'ergo? Mais moi, j'aimerais... Je sais c'est quoi l'ergo, mais pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais qu'on parle juste de l'ergothérapie un peu. Parce que je sais qu'il y en a qui, savent pas c'est quoi l'ergo. Ergothérapie, puis après ça, ergothérapie en santé mentale. Oui. Parfait. En fait, les ergos ont fait tout le même travail. On gradue des généralistes, un peu comme les physios. Puis on va aller se spécialiser à travers nos expériences de travail, des formations qu'on va chercher de plus. Mais au final, on est tous le même professionnel de la santé. Fait que dans le fond, l'ergo, on peut se dire que c'est le professionnel de la réadaptation qui s'adresse aux occupations ou aux activités significatives de la personne. Donc, pour X, Y, Z raison, puis c'est là où santé physique, santé mentale, peu importe la raison, si quelqu'un a de la difficulté à faire ses activités quotidiennes puis que c'est pas satisfaisant, l'ergo, on peut entrer dans le dossier. C'est quoi une activité de la vie quotidienne satisfaisante? Oui, c'est une excellente question. Dans le fond, tous les soins personnels, donc être capable de s'alimenter, prendre sa douche, s'habiller, le sommeil, toute la vie domestique. Le sommeil. Oui, ça, c'est un autre bon sujet qu'on va discuter au besoin. L'hygiène de sommeil, c'est super intéressant. Les soins, après ça, toute la vie domestique, donc lavage, ménage, l'épicerie, les courses, la conduite auto, toutes les tâches administratives du quotidien, payer les factures, faire un budget. Donc, tout ça, c'est vraiment plus au niveau domestique. Moi, je suis pas capable de faire les factures puis faire un budget. Bon, fait que t'es pas fonctionnelle. Non, je suis pas fonctionnelle du tout. En fait, c'est ça. C'est intéressant, puis on pourrait y revenir, mais c'est vraiment une question de satisfaction. Fait que, moi, j'ai des gens qui se lavent, par exemple, aux 3 jours. C'est très satisfaisant. Puis j'ai des gens qui se lavent 3 fois par jour. Puis si c'est moins, ils sont très insatisfaits. Donc, ça dépend. T'sais, en ergo, on va toujours aller voir, on veut tendre vers quoi? C'est quoi l'objectif de la personne? Puis, c'est différent d'une personne à l'autre. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre. On a tous des besoins différents. Fait que ça, c'est plus la vie domestique. Après, il y a les loisirs. Donc, à tout niveau, les loisirs physiques, les loisirs manuels, créatifs, plus intellectuels. Donc, les loisirs at large. Puis, finalement, il y a la sphère productive qui va souvent inclure, pour la majorité des adultes, le travail, mais ça peut être du bénévolat, les études. Donc, ça, c'est les différentes activités là, qu'on va réaliser dans notre vie de tous les jours. Puis la prémisse de l'ergo, c'est si on ne peut pas s'engager dans nos activités, on va dépérir au niveau de notre santé. Donc, si je vous mets dans un coin puis que je vous demande de regarder le mur puis de rien faire, vous allez vite dépérir. On le voit avec les gens qui prennent leur retraite puis qui se disent « Ah, je prends 6 mois, je fais rien du tout. » Puis là, tous les bobos recommencent à sortir, l'énergie chute. Donc, d'être engagé dans des activités significatives, c'est vraiment important pour la santé. C'est vraiment intéressant la façon que tu l'expliques. Elle explique tellement bien. Ça fait 5 minutes, puis je suis fan. Ben oui, je sais. Voyons. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est l'ergo en général. Donc, peu importe la raison, on va souvent penser à des ergos qui vont être, mettons, impliqués dans des blessures physiques, une amputation, par exemple. Quelqu'un veut se brosser les dents. Ou les gens ont beaucoup l'image de l'ergo qui va à domicile, adapter l'environnement, mettons, pour les gens qui sont en maintien à domicile. Les bureaux de travail. Oui, ça serait plus de l'ergonomie. Oui, c'est ça, je suis complètement à côté de la tête, c'est de l'ergonomie. Mais non, mais il y en a, mais semble des ergos quand même qui vont être dans des milieux de travail pour aider la posture. Pour adapter le... Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'environnement physique d'une personne. On intervient dessus, mais on n'est pas ergonome. C'est vraiment une formation. T'sais, tous les ergos ne sont pas ergonomes. Puis les ergonomes ne sont pas nécessairement ergothérapeutes. Des fois, on les confond, mais... Comme moi. Mais oui, on va faire de l'adaptation de milieu. Dans le fond,
On va adresser la personne en tant que telle, donc ces différentes dimensions physiques, cognitives, affectives, spirituelles. Donc, on agit sur la personne, on agit sur son environnement, fait que autant social que physique. Puis, en parallèle de ça, bien, on va aller regarder qu'est-ce qu'elle souhaite faire, la personne. C'est quoi les occupations, les activités qu'elle souhaite reprendre. Moi, en santé mentale, je vais plus adresser l'énergie qui est sous-optimale, le stress qui est tellement envahissant, qui paralyse les gens ou qui les amène à éviter leurs activités. L'intérêt à s'activer qui n'est pas là aussi, des fois, c'est juste, ça me tente plus. Tu sais, les loisirs qui avant me faisaient triper, me tentent plus, l'humeur qui est trop basse, qui n'est pas au rendez-vous. C'est souvent ces enjeux-là qu'on va voir qui vont venir limiter notre fonctionnement dans le quotidien. Puis là, les gens vont être en arrêt de travail, vont arrêter de faire leurs loisirs, s'isolent socialement. Donc, on essaie de reprendre là, un fonctionnement qui est satisfaisant, une étape à la fois, là, finalement. J'ai des papillons. OK, j'ai l'air intense, je vous le jure, là. Mais comme, je suis en train de me dire, je vais t'envoyer tous mes patients, là. Ben oui. Non, mais j'ai juste plein d'exemples qui me popent en tête. Wow! Genre... Non, mais avant que tu arrives, j'ai dit à Marie-Lou, je sais c'est quoi l'ergothérapie. Clairement, ma définition est pas aussi belle que la tienne, on va se le dire. Mais ouais, en fait, c'est que souvent, je le dis même à des patients, je suis comme, les ergos, ils font ça, ça, ça. Moi, je donne souvent l'exemple d'AVC. Tu sais, en tant que physio, parce que souvent, on se fait demander la différence physio-ergo. Ouais. Fait que moi, je dis, par exemple, un AVC, bien, en tant que physio, je vais aider la personne à retrouver sa force, vraiment adapter son patron de marche. Mais après, la force, la marche, toutes les caractéristiques physiques, l'ergo va utiliser ça également après pour aider la personne à conduire son auto, à se laver les dents et tout. Mais des fois, je le dis aux patients que les ergos travaillent également en santé mentale, ou du moins quand ils vont faire cette expertise-là. Mais à chaque fois, je me demande, mais c'est quoi qu'ils font exactement? Je suis comme, ben, tu prendras rendez-vous, tu le sauras. Au moins, tu les réfères. C'est déjà une bonne première étape. Mais oui, mais j'avais pas d'exemple nécessairement concret de pourquoi j'y référais. Tu vois, moi, je lui réfère j'essaie de convaincre toutes mes amies d'aller la consulter parce que tous mes amis, ils travaillent trop, sont tous sur le bord du burn-out tout le temps, sont anxieuses comme ça se peut pas dans leur travail. Ils peuvent pas arrêter leurs occupations. Genre, elles sont toutes travailleuses autonomes. Elles ne peuvent pas se permettre d'arrêter leurs activités. Fait en allant voir Charlotte, c'est comme comment que je peux adapter mon horaire, continuer mes occupations tout en travaillant sur ma santé mentale. Parce que, puis tu sais, ça, on touche à un peu l'équilibre dans les sphères de vie, mais être en surinvestissement dans une sphère, c'est vraiment dangereux. Ben, dangereux, on s'entend, là. Ben, c'est le burn-out est pas assez c'est dangereux au niveau de l'équilibre santé mentale, santé physique. Puis, tu sais, moi, souvent, ce que je dis à mes clients, c'est, mettons qu'on met tout notre sentiment d'efficacité personnelle, toute la confiance qu'on a en soi au niveau de nos compétences, notre sentiment de valorisation dans une seule sphère, c'est souvent le travail, puis qu'on retire cette sphère-là, il reste quoi? Fait que l'arrêt de travail, pour beaucoup de gens, au niveau de l'estime de soi, c'est vraiment un coup dur parce que on se valorise quand même beaucoup dans la productivité, dans notre culture québécoise. Le retirer le travail, les gens me disent, mais je me lève, mais je vais faire quoi de ma journée? Ils ont comme aucune... Ils sont pas capables. Je leur dis, ben on pourrait faire du dessin ou de la peinture ou aller, je sais pas, moi, prendre une marche en nature, mais ça sert à quoi? Ben, ça sert à quoi? Ça sert à nourrir notre santé psychologique, mais s'il n'y a pas une notion de productivité derrière, il y a beaucoup de gens pour qui ça vaut pas la peine. Mais c'est dangereux, un surinvestissement. On le voit un peu comme des ballons qu'on tient au-dessus de notre tête. Puis si on gonfle trop un ballon puis qu'il éclate, on se retrouve avec pas grand-chose pour se grasp, pour venir se grounder, comme. Exactement. Fait que d'avoir un équilibre, de pouvoir s'investir dans plusieurs sphères, se valoriser à travers plusieurs sphères, c'est vraiment favorable pour le risque de rechute, là, finalement, ou un risque de vulnérabilité à long terme. Mais c'est ça, quand on a un emploi qui prend beaucoup de place, idéalement, il faudrait être au moins conscient de ce que ça peut apporter comme risque. Ben oui. Puis, j'ai une question qui me vient en tête un peu par rapport à, justement, la base qu'on est en train d'établir. Qu'est-ce qu'ergo en santé mentale? Qui est une question qui me trotte un peu en tête, mais déjà là, je savais pas exactement ce que vous faisiez en santé mentale. C'est, en fait, pourquoi est-ce que, en tant que physio, on va dire, je référais un patient à un ou une ergo en santé mentale et non en psychothérapie? Tu sais, c'est cette différence-là, on dirait que j'ai de la difficulté à cerner un peu. Oui, c'est une excellente question. Évidemment, on n'est pas interchangeable comme professionnel, sinon on n'existerait pas. En ce moment, tu sais, je ne sais pas si vous connaissez les deux, la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale.
2 OK. Donc, j'en ai entendu parler. Mais tu sais, c'est une thérapie qui est très... tu sais, une approche qui est très utilisée en ce moment. Il y a beaucoup de clients, patients tu sais, qui vont aller en psy puis qui vont avoir une approche de thérapie cognitivo-comportementale. L'ergo, on travaille au niveau comportemental. Fait qu'on travaille au niveau du fonctionnement. Donc, reprendre des activités, reprendre de se sentir capable de réaliser tout ce qu'on a le goût de faire dans notre quotidien puis d'être satisfait par rapport à cette activation-là ou à ce fonctionnement-là. On ne fait pas de restructuration cognitive. On ne regarde pas, dans le fond, pourquoi les émotions, qu'est-ce qui fait naître ces émotions-là, comment est-ce qu'on peut travailler au niveau des schèmes de pensée. C'est pas vous, là. Ça, c'est vraiment de la psychothérapie. Ouais, tu vas pas gruger d'un trauma d'enfance et tout ça, là. Ouais. Pas du tout. Ouais. Non. Même si des fois, ça fait quand même partie. Oui. Tu sais, mettons, un bon exemple d'un partage entre psy et ergo, ça pourrait être par rapport à l'exposition à un stresseur. Mettons un trauma, quelqu'un qui, je sais pas, une phobie sociale, veut pas aller à l'épicerie parce que a peur de croiser des gens. Bien, on va souvent travailler, tu sais, les gens vont travailler en psy, mettons, la peur, le trauma, vont faire un plan d'exposition. Puis là, ben nous, en ergo, on peut aller appliquer avec la personne dans le communautaire ce plan d'exposition-là, puis travailler à le graduer, puis à s'assurer que l'exposition est bien faite comme dans le milieu écologique. Ça serait un exemple d'un bon partage. Mais moi, je travaille avec des psys dans beaucoup de dossiers, puis on a vraiment une belle complémentarité. Puis il y a des besoins qui sont vraiment psy, puis il y a des besoins qui sont vraiment ergo. Tu sais, quand on est près, mettons, d'un retour au travail pour quelqu'un qui est en arrêt, de tout aller préparer ce retour au travail-là, c'est vraiment en ergo qu'on va faire la majeure du travail. Là. Est-ce que tu trouves que, mettons, ergo, c'est plus orienté sur les solutions, court terme, puis comme de la psycho, c'est peut-être plus genre le deep down de réfléchir, de faire des liens, puis de réfléchir, puis de voir comme la source? Bien, on pourrait le voir comme ça parce qu'on est vraiment axé dans l'action. Tu sais, en ergo, on fait des choses, on travaille, tu sais, on met en place des stratégies, on fait des tests, on restructure l'horaire. Les gens qui aiment être actifs dans leur établissement adorent l'ergothérapie. C'est ça, je me dis. Parce qu'ils se disent, c'est le fun, j'ai l'impression de faire du concret. Fait que c'est le fun, le concret. Le travail en psy est assurément une partie importante à faire en parallèle, mais oui, c'est vraiment intéressant pour les gens qui aiment être actifs. Les gens qui préfèrent être plus passifs dans leur établissement, habituellement, aiment moins l'ergo parce que les devoirs... c'est ça. Mais tu sais, c'est un 45 minutes par semaine en ergo, on fera pas des miracles avec ça. Tout se fait dans ce que la personne veut faire dans son quotidien. Si elle essaie les stratégies proposées, si elle fait les réflexions, les devoirs. Fait que c'est ça. Si vous allez en ergo, là, étonnez-vous pas d'avoir des devoirs. Ça fait un peu partie de la game. Ouais. Je dirais que c'est un long... Mais très clair. Elle explique très bien aussi la j'ai toujours de la misère avec ce mot-là. Multidisciplinarité. L'importance de la multi, tu sais. Au final, que si tu vas juste en psycho, mais que tu n'appliques pas nécessairement les choses à la maison, tu sais, Absolument. Tu vas déborder de patients, Charlotte. J'espère. T'es assez bonne. J'ai un parti pris. Mais là, c'est vraiment intéressant parce qu'on parle de gestion d'énergie, puis on va y aller plus dans le vif du sujet. Mais pourquoi parler de ça sur un balado comme sur les enjeux féminins, mettons? C'est une excellente question. Moi, quand je regarde ma clientèle, je dirais que j'ai 98%, même peut-être plus que ça, de ma clientèle que c'est des femmes qui viennent me consulter. La gestion d'énergie figure, j'aurais tendance à dire 100% du temps, là, ou si c'est pas 100%, c'est vraiment proche. Ça fait presque toujours partie des objectifs. Parce que ce que les gens réalisent, c'est que dans le fond, ils ont une mauvaise gestion d'énergie depuis très longtemps. En fait, on n'apprend pas, à gérer notre énergie. Je sais pas si vous avez appris à ça à l'école. Pas moi. Ben, avant d'étudier en ergo, en tout cas, j'ai jamais appris ça. Avant de te jaser, non. Ça t'a-tu aidé d'étudier là-dedans dans ta vie personnelle même? Ben oui. On a eu un épisode avec une sexologue, là, Justine, là, qui est venue au balado sur, entre autres, la charge mentale. Puis ça a été super enrichissant. Puis comme tout balado, je ressors, on dirait, avec encore plus de questions. Puis c'est comme des séances de psy, on se le dit à chaque fois. Là, on dirait en thérapie constante
constamment ici. C'est vraiment bien. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est gratuit. Ben oui. Ben, on travaille quand même Un petit bémol ici. Non, bref, tout ça pour on dire s'est payé que pour être en thérapie. hey, je serais riche si je m'étais fait payer toutes mes séances de psycho. Absolument. Bon, pour revenir au sujet, dans l'épisode avec la charge mentale, avec Justine, justement, on dirait qu'il me reste encore un peu la question de, OK, on voit vraiment le stéréotype de la femme dans le couple qui porte beaucoup la charge mentale. Justement, comme l'exemple que tu disais, là, le faut apporter, il faut que l'enfant apporte un snack la semaine prochaine, puis c'est vrai, c'est bas d'hiver, etc., puis que l'homme, lui, il se rend peut-être pas compte de ça et tout. Puis à chaque fois, je suis comme, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Parce que on dirait, moi, c'est sûr que je suis peut-être biaisée parce que moi, je m'imagine dans cette situation-là, puis je pense j'ai quand même un petit caractère dans la vie, fait que me semble, je dirais à mon chum, « Hey, Charles, tabarnouche, il faut que t'en prennes. Là. Go, genre, tu sais, il y a ça. Est-ce que c'est un manque de communication? Est-ce que c'est de la façon qu'on est élevé, que la femme, elle ressent que c'est son devoir de faire ça? Tu sais, je sais pas si ma question est un peu claire. Hein? Oui, tout à fait. J'ai l'impression que c'est un regroupement de pas mal tout ça, probablement. Oui, comment, mettons qu'on prend les garçons de notre âge, comment ils ont été élevés, leur modèle, c'était quoi? Leur mère, est-ce qu'elle était à compenser pour tout? Est-ce que leur attente, c'est, moi, ma mère, elle faisait le repas, mon père arrivait, le souper était fait, les devoirs étaient faits, le ménage était fait. Insidieusement, ça s'installe comme attente de, ma mère, c'était ça, la dynamique, Fait que je pense que ça passe beaucoup par l'éducation, c'est un peu ça qu'a dit justement Sonia Lepien dans son livre, de nous, le pouvoir qu'on a, c'est d'éduquer nos enfants à avoir une dynamique différente dans tout ça. Je pense aussi que ça passe par les attentes qu'on pense qu'il y a du point de vue de la société. Moi, on me dit souvent, je suis meilleure que mon conjoint, il y a plus de difficultés à ça, OK, mais au final, il n'y a personne qui naît là, excellent pour gérer la charge mentale du quotidien. On se développe à travers ça. Puis il y a des hommes monoparentales qui ont toute cette charge mentale-là et qui évoluent super bien. Donc, clairement, c'est pas un manque de capacité, c'est juste un manque de, peut-être, pratique. Puis là, c'est de voir est-ce que la femme donne assez de place aussi pour la pratiquer, ça. Des fois, les attentes sont élevées, puis là, c'est comme si c'est pas fait de ma façon, laisse faire, je vais le faire moi-même. Fait que, il y a peut-être des choses qu'on peut adresser, puis la communication, au final, je pense que c'est toujours... La clé, là. Parce que, puis pour faire un peu l'avocat du diable, on en a parlé encore avec Justine, là, fait qu'au risque de me répéter peut-être un petit peu, mais encore une fois, toutes les réflexions que j'avais après ce balado-là, c'était, on dirait qu'il y a beaucoup le mouvement de les femmes font tout, puis genre, les hommes sont méchants, ils font rien, tu sais. Peut-être qu'il y en a aussi, là, que je parle, c'est vraiment ils veulent vraiment pas faire le lavage, le ménage, etc. Mais en même temps, on dirait que je me mets un peu à leur place, puis je me mets à leur place, admettons, d'un point de vue manuel. Moi, on m'a jamais rien appris de manuel. Qui c'est, tu penses, qui pose les crochets, puis qui peinture, puis qui fait tout à la maison? Clairement, pas moi. Fait que je me mets à leur place un peu d'un homme qui a vu sa mère faire tout le temps la vaisselle, le ménage, etc., qui sait même pas comment faire du lavage. Je sais que c'est pas compliqué, là, mais si tu sais même pas où mettre le détergent, puis faut que tu penses qu'il faut que tu le mettes à l'eau de javel, tu sais. Fait qu'on dirait que, je sais pas si ça fait du sens, tout ce que je dis, là. Il va falloir que moi et Alec, on devienne assez bons dans le contraire, tu sais, comme dans nos forces contraires, comme ça, on va pouvoir... Mais l'équilibre est tough aussi, parce que on dirait, moi, dans un couple, je me dis, tu veux pas nécessairement que les deux soient 100% bons dans tout. Tu sais, moi, mon chum, on en a discuté après l'épisode avec Justine. J'ai dit, tu sais, tu trouves-tu une grosse charge mentale par rapport à tout ce qui est manuel? Tu sais, si quelque chose pète chez nous, là, je te le dis tout de suite, je suis pas capable. La toilette explose. I am clueless, là. I don't know what to do, là. Fait que, puis, tu sais, au final, lui, il disait, moi, je m'en fous, comme toi, tu fais tout le temps telle affaire. Genre, ça s'équivaut, ça me dérange pas, tu sais. Fait que, bref, je fais juste part de mes réflexions. J'ai pas de chemin avec cette pensée-là, mais je trouve ça intéressant d'en discuter, en fait, là, juste que peut-être certaines personnes réalisent des choses, comme moi, j'ai réalisé plein de choses après l'épisode avec Justine. Ça dépend vraiment de ce qu'on t'offre aussi comme modèle. C'est vraiment, on s'entend, c'est de la chance, là. Il y a personne qui mérite ou pas d'avoir des modèles qui vont leur donner des skills qui sont peut-être différents de ceux qu'on apporterait normalement. Mais c'est sûr qu'il y a quand même quelque chose qui part de là. Ça, je l'entends souvent là, de dire, mettons, mon conjoint, il me dit, là, ma mère, elle le faisait. Fait qu'il y a quand même une attente. Puis là, c'est d'en discuter en couple, mais oui, c'est sûr que... Prochaine génération.
Ben, on se Belle le souhaite, recherche. mais là, tu vois, c'est ça. Tu sais, moi, en tout cas, quand j'ai lu ce passage-là du livre de Sonia Lepien, j'étais bien découragée. Je me disais, c'est fou quand même. Tu sais, ça fait plusieurs générations qu'on travaille là-dessus. C'est pas encore, tu sais, on l'a pas réussi encore, malheureusement. Mais bon, effectivement, prochaine génération, on va se le souhaiter. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. J'ai une question plus technique par rapport à la gestion de l'énergie. C'est quoi la différence entre la gestion d'énergie et la gestion de temps? C'est une excellente question. La gestion de temps, c'est de l'organisation. OK. La gestion d'énergie, c'est beaucoup plus complexe comme phénomène parce que moi, j'aime voir l'énergie comme 3 réservoirs distincts. Fait que l'énergie, c'est quoi de l'énergie? Tu sais, puis moi, des fois, les gens me disent, je comprends pas, je suis brûlée, puis j'ai rien fait. Si j'avais de l'argent à chaque fois que j'entends ça dans mon bureau, je serais millionnaire. Là, je dis, vous avez rien fait. Là, tu sais, rien fait. Premièrement, c'est un discours qui est super, que j'encourage pas, moi, dans mon... Tu sais, vous avez pas rien fait, là. Ouais. Tu sais, rien fait, là. Ils ont jamais rien fait. Ils ont souvent fait plus que, genre, ben du monde feront dans toute leur vie, dans cette journée, qui pensent qu'ils ont rien fait parce qu'ils ont été moins performantes. Moins performantes que d'habitude, OK. Moins productives, OK. Mais rien fait, je suis pas d'accord. Mais c'est ça. L'énergie, c'est large. Il y a différents types d'énergie ou différents types d'efforts. Fait que moi, j'aime les voir en 3 réservoirs distincts qui vont s'inter-influencer, vous allez voir. Mais mettons, le premier, c'est l'énergie physique. Fait que c'est notre réservoir qui nous permet de se déplacer, de se mettre en mouvement, de faire nos activités physiques quotidiennes. Ce réservoir-là, quand on le recharge, quand on se repose, il se recharge. Puis quand on l'utilise, il se vide. Super simple, facile à suivre. Le deuxième, c'est l'énergie cognitive, donc qui nous permet de réfléchir, résoudre des problèmes, mettre des choses en mémoire, se concentrer. Donc, toute l'énergie que nos facultés cognitives utilisent. Même chose, on se repose, il se recharge, on l'utilise, il se vide. Ça dépend vraiment de chaque journée. Fait que, moi, une journée de travail standard, on en parlait tantôt, mais moi, je suis assise à longueur de journée. Fait que mon réservoir d'énergie physique, en fin de journée, il n'a pas travaillé très fort. Il est habituellement pas mal disponible. Alors que mon réservoir d'énergie cognitive, il est vide. C'est rare que j'ai... en fait, j'ai jamais le goût de faire mes impôts, mais mettons, faire mes impôts après une journée de travail, ça fait beaucoup. Ouais. Là, les batteries sont pas mal vides. Alors que, mettons, mes week-ends sont complètement différents en termes de dynamique parce que là, je fais beaucoup moins d'efforts cognitifs puis je vais m'activer davantage. Ça dépend vraiment de ce qu'on fait dans notre journée. Jusque-là, c'est simple, ça va, hein? Mais là, ça peut pas 1 être + 1, là. Ouais, ça pouvait pas être simple. Évidemment, le troisième réservoir, vous l'avez peut-être deviné, c'est notre énergie affective, émotive. J'avais pas deviné. Parce que moi, depuis tantôt, je poserai pas la question, mais tu parlais de batterie ou de batterie sociale. Ouais. Le relationnel passe beaucoup dans l'affectif, effectivement. C'est l'énergie, donc, qui nous permet de vivre nos émotions, accueillir nos émotions, le stress, le relationnel. Ce réservoir-là, il est spécial. Parce que, first, il se vide à la vitesse de la lumière quand on l'utilise. Puis quand il n'y en a plus dans le sien, il a tendance à aller piger chez les voisins, alors que les autres ne font pas ça nécessairement. Okay. Fait que quand les gens me disent « Je comprends pas, je suis fatiguée, j'ai rien fait », quasiment 10 fois sur 10, le coupable, c'est le affectif. Mais on n'a pas l'impression que ça vide à ce point-là nos batteries. Puis on se dit, mais tu sais, j'ai pleuré, j'ai vécu des émotions, mais je suis pas allée courir un marathon. Ouais, mais non, c'est ça. Il a vidé les autres réservoirs. Puis tu sais, après une chicane, là, pensez à une grosse chicane, là, on est brûlé, physiquement. Il n'y a plus de son, plus de lumière. Faire à manger, je suis même pas capable de m'organiser. Tu sais, il n'y a plus rien qui marche. J'essaie de penser comment j'appelais ça, style... je pense quand j'avais eu une rupture amoureuse ou j'avais vraiment pleuré une soirée, là. Puis mais c'était pas une rupture amoureuse, c'est mon chum qui m'a sorti ce terme-là. Fait que non, mais j'avais vraiment beaucoup pleuré une soirée. Puis le lendemain matin, je me sentais, il appelait ça un hangover émotionnel. Ouais, ben oui. Ça répond à mon interrogation quant à c'est quoi ça. Tu sais, j'étais comme, mais là, c'était hier soir, comme je m'en suis remise ou, tu sais. On m'a pleuré
pleurer après ça, c'est sûr que je dors. Genre, toute anxiété aussi, là, genre. Une crise de panique. Crise de panique, oublie Mais ça. on le compare souvent à un marathon en termes d'énergie. Hein? La crise de panique, oui. Ouais. C'est ultra. Arrête d'aller courir. Je suis une marathonienne, tout le monde. C'est des crises de panique plus souvent. Ouais. Non, mais les gens, tu sais, c'est ça, c'est vraiment ultra énergivore et ça vide tout. Ouais. Fait que là, c'est intéressant quand on le voit comme ça. Premièrement, ça démystifie quand en ergo, on aime parler de pause active. Une pause, c'est pas je m'arrête puis je regarde le mur puis je fais rien nécessairement. Mettons, moi, une pause au travail, si je vais marcher, mettons, autour de l'immeuble ou je vais marcher dans mon quartier, pour moi, c'est une pause active. Là, je vais vider mon réservoir physique, puis je donne un break à mon réservoir cognitif. Et quand on les voit comme ça, les types d'énergie, ça nous permet de faire des pauses qui vont gruger d'autres réservoirs. Parce que, est-ce qu'on veut garder les réservoirs pleins? Parce que moi, j'ai l'impression que si je bouge pas physiquement, je vais me sentir fatiguée de toute façon. Fait que est-ce que les réservoirs d'énergie, oui, il faut les vider. Ben oui, ils vont se vider, mais il faut les vider. Comme il faut être stimulé affectivement, cognitivement, puis physiquement dans ta journée pour comme avoir un bon niveau d'énergie. Oui, assurément. D'être actif, d'être stimulé. Tu sais, mettons, moi, les gens qui viennent me voir qui sont en dépression majeure puis qui dorment 22 heures sur 24, l'énergie est à zéro pour plein de raisons, mais entre autres parce que ils font pas grand-chose. Tu sais, quand on dit moins on en fait, moins on a le goût d'en faire, 100%. Fait que d'être actif, puis je parlais de ça un peu avec la retraite tantôt, tu sais, d'arrêter toutes nos activités puis de plus rien faire du tout, on va dépérir, c'est sûr. Fait que oui, l'activité physique aussi, tu sais, je veux dire, c'est prouvé au niveau de potentialiser l'énergie, ça aide pour aller chercher un sommeil profond, donc avoir une nuit réparatrice. Donc, tu sais, c'est multifactoriel, cette affaire-là, mais oui, tout à fait. Le but, c'est de l'utiliser, notre énergie. On veut s'activer, faire des choses. Mais le problème, c'est quand on va flirter avec le « je vide complètement mes réservoirs » et même « je suis en dette ». Peut-être que vous n'êtes pas nécessairement en dette, mais mettons, moi, dans ma clientèle, souvent, les gens se retrouvent à 0% à 16 heures. Puis là, il leur reste encore... Bien là, les enfants vont pas manger, puis pas prendre leur bain, puis ils vont pas aller à leur cours de danse. Oui, c'est ça. Fait que là, ils continuent à s'activer. Mais là, moi, j'aime dire, OK, cette énergie-là, elle vient de où? On est à 0%. On l'emprunte sur le lendemain. On peut le voir comme ça. Fait que le lendemain, on se réveille moins en forme. Puis là, on rentre dans un cercle vicieux où plus on pousse, plus on dépasse nos limites, pire c'est, là. Puis il faut déconstruire ça. Idéalement, on se coucherait le soir avec encore un peu d'énergie dans nos batteries. Là. C'est ça. On peut le voir comme un téléphone cellulaire. Tu sais, quand, mettons, vous videz complètement un téléphone cellulaire, quand vous le rebranchez, ça prend un temps avant qu'il reboot. Puis là, après, il commence à charger. Le corps est un peu fait de cette façon-là. Quand on le vide complètement, ça y prend un temps à rebooter, puis après ça, il se recharge. Mais est-ce qu'au réveil, la charge va être pleine? Pas nécessairement, donc, parce que... À 10 tu sais. Parce qu'on a eu besoin de faire ce petit reboot-là en fin de journée. Souvent, sur mon sel, je suis à 10 finalement, il est à 0 en dedans de... 4 secondes. Le dernier 10 il est... Oups, là, je pensais que j'étais encore correct. Finalement, il meurt. Je suis comme, hey, il te restait encore 5 Ça reflète pas mal notre vie. C'est ça, je pense que c'est une parfaite analogie. Mais là... je t'entends parler, puis je me mets dans la peau, justement, de l'exemple que tu as dit. Justement, on va dire une femme... Une femme, juste parce qu'on est dans un balado féministe, mais une femme qui, à 16 heures, sa batterie est à 0, puis là, le cours de danse, etc. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme stratégie? Qu'est-ce qu'on suggère? Tu sais, parce que, comme tu dis, elle n'a pas le choix de donner le bain à ses enfants, elle n'a pas le choix de leur faire à manger. Il y a peut-être le cours de danse, je ne sais pas si on peut le manager ailleurs, mais... Je vais travailler pendant toute sa journée. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est de jouer sur d'autres facteurs? Est-ce que c'est... Tu sais, j'ai fini ma question. C'est une excellente question qui a une très longue réponse. Je suis prête. On est tout. OK. Dans le fond, moi, j'aime voir l'énergie comme une courbe. T'sais, au final, on la dépense. Donc, plus on s'active dans notre journée, plus la fatigue augmente. Puis, à un moment donné, notre corps est bon. Habituellement, là, lui, il est au rendez-vous. Quand il commence à avoir de la misère, il lève le drapeau. Puis là, il nous dit « Ah, je commence à être fatiguée, me semble on serait dû pour une petite pause, j'ai de la misère à compenser. »
Et là, soit les gens captent pas du tout ces messages-là, il y a des gens qui en sont pas du tout conscients, ou ils vont les capter, mais se dire il faut que, je dois. J'ai pas le choix. Il faut, je dois, là, tu sais, Mhm. toutes les obligations, bon, il faut que je remette ça vendredi, je peux pas m'arrêter. Tu sais, moi, mettons, dans une journée de travail, là, j'ai tellement de travailleurs qui me disent je peux pas prendre de pause, impossible. Je dis OK, bien, c'est qu'à un moment donné, quand on est trop intense dans nos dépenses d'énergie puis qu'on se retrouve à dépasser notre limite, bien, premièrement, on n'est plus, il n'y a plus rien, on est plus Mhm. productif. Mhm. Des fois, la pause est stratégique en termes de performance, tu sais, de se On dire, voit avec les études. ben Quand, oui, quand tu étudies, là, ils disent tout le temps, je pense, pour 1 heure, arrête 10 minutes. Dans le Pomodoro, là, genre. Oui, où il y a une place à Montréal qui s'appelle Taisez-vous. Oui. C'est pour les gens qui sont aux études supérieures, là, qui font des thèses et tout. À chaque 50 minutes, je me trompe pas, là, je suis jamais allée, mais il y a comme une alarme qui sonne ou quelque chose, puis tout le monde se lève, se dégourdit 10 minutes, puis après, il se rassoit, tu sais. mais on a quand même une culture de la productivité. Tu sais, moi, je Ben pense, oui. mettons, à l'université. Là. Techniquement, les cours universitaires de 3 heures, c'est 5 minutes de pause par heure. Mhm. Mais bon, 5 minutes, tu sais, je veux dire, 100 élèves dans un amphi, bonne chance pour prendre 5 minutes de pause. C'est Le temps que ça te qu'habituellement, prend à sortir de l'amphithéâtre. Ouais. c'est ça. Fait qu'habituellement, les profs le regroupent. Moi, je me souviens, là, le nombre de fois que les profs proposaient « Êtes-vous d'accord? On prend pas de pause puis on finit 15 minutes plus tôt. » C'est nono, là. Là, je comprends que là, il y a des gens qui ont leur train Tout le monde est à tout aller. le temps down avec ça. Hein? Moi, j'ai jamais compris. Genre, on peut-tu, genre... J'ai ouais, ouais. besoin d'une Non, pause. Moi, je suis Moi plus aussi. là. Non, non. Déjà, 3 heures de cours théorique, c'est intense Ouais. pour Mhm. beaucoup de gens. Puis, tu sais, Oui. j'ai pas de TDAH, puis moi, je trouvais ça intense. Ouais. J'ose pas imaginer ceux que c'est plus difficile C'est au niveau de l'enfer. l'attention. Mais moi, je me disais, Mhm. c'est un ennemi de la gestion d'énergie. Ouais. Pourquoi on a besoin Mais de se pousser de même, puis de demander à notre cerveau de travailler en overtime, en tout cas? juste l'université en tant que telle. Ben oui, c'est... Tu sais, c'est Ouais, ouais. complètement. J'ai jamais été autant au bout du rouleau. Puis je Ah, me ouais. souviens que je parlais. Bon, OK, sans nommer de nom, je parlais à des adultes. Non, mais dans le temps, j'étais adulte à Georgia, l'université, puis mais Danick, les genre, adultes fallait qui dire. travaillent, là. Eux autres, là, Bon. sans les nommer, une chance, ils ont pas nommés. Non, mais des gens qui sont sur le marché du travail avec des enfants. OK. Puis je me souviens qu'ils m'avaient. J'étais arrivée à un souper, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je suis vraiment fatiguée de ma semaine. Genre, je suis dead complètement. Puis on m'avait dit, hey, hein, t'es rien qu'à l'école, ma petite, attends de voir c'est comment la vie. OK, je comprends, je n'ai pas d'enfant à ce jour. Mais moi, ma vie, là, est 10 000 fois plus chill en ce moment que quand j'étais à l'université, là. Puis, ben oui. je parle des gens qui nous écoutent et ils me connaissent. Vous le savez à quel point j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Et même à ça, mes 1000 projets, je pense que je travaille au moins 60 quelques heures semaine. C'est moins intense que quand j'étais à l'université. C'est fou, là. Fait que la culture de l'université, c'est pas fait pour tout le monde. Puis, on dirait que ça t'apprend en bas âge, en début de vie d'adulte, que comme... Pour être bon, il faut que tu aies des bonnes notes, mais pour avoir des bonnes notes, il faut que tu sois tout le temps à fond la pile. Moi, j'ai dit ça jusqu'à 2 heures du matin avec une gourou. Mon examen était à 8h30. Je rêvais à ça pendant la nuit. J'avais trop pas une bonne nuit de sommeil. Mais après ça, j'avais 2 autres finaux l'autre journée d'après. Dans quel sens est-ce que c'est logique? Tu sais, on met les gens au bout du rouleau à 18 ans. Puis dans des professions de la santé, en plus, moi, Oui, c'est ça que c'est je ça. trouve le C'est comme- Ouais, pire, ouais, parce que moi, mon univers ressemblait pas partout. OK, ben moi, Je suis en entrepreneuriat, gestion de PME. moi, ce qui me là. faisait capoter en physio, Oui. oui, il y avait cet aspect-là, mais encore plus d'être assis sur la pire chaise du monde pendant 3 heures, parfois pas de pause. Ouais. Et le cours portait sur à quel point qu'il fallait te lever à chaque heure, puis qu'il fallait pas que tu aies une mauvaise chaise. Puis moi, j'étais là, c'est sûr, tu me niaises. C'est sûr, tu me niaises. Ben oui. Hey, moi, à chaque fois, on est assis sur des chaises de schnitz, j'ai mal au dos, j'ai souvent un torticolis après mes formations, comme... Ouais. Ouais, mais Ouais. moi, une maudite de chance que je suis bonne pour jaser, puis tu sais, j'étais un peu créative parce que c'est pas fait pour moi. J'aurais été incapable. J'aurais pas pu aller dans une profession qui nécessitait des études. Où est-ce qu'il faut que je sois concentrée pendant plus qu'1 heure, genre. Tu comprends? ouais. Comme j'ai choisi mes études en fonction que c'était adapté à... Il fallait pas que ce soit trop difficile, là, parce que je voulais mon chapeau, mais j'aurais jamais été capable. Là. C'est l'enfer. Les programmes changent aussi, tu sais, avec Ouais. l'apprentissage par problème, les labos. On n'est quand même pas tout le temps Ouais. en magistral, mais Mais j'ai de la misère à faire un cours magistral, moi. Je vais être sur Pinterest. Tout le long. ben, en même temps, Ouais. moi, mon Tu te donnes une expérience, c'est pause. qu'il y a bien du monde dans les cours qui, à un moment donné, faisait autre chose parce que c'est Mais ça. C'est ça.
Puis même dans les normes du travail, on parle de pause obligatoire après Ouais. un certain nombre d'heures. Les Pas fameux pour- 15 minutes, là. Pas pour rien. C'est dans les normes du travail. Mais t'as plus vraiment ça rendu dans ta carrière comme d'adulte. Ça dépend vraiment de. Moi, le monde, il mais... prenait même pas de dîner, il travaillait pendant l'heure du dîner, tu sais. Ouais, parce qu'on pourra en parler, là. Ouais. Je le recommande évidemment pas, mais c'est ça, c'est culturel. Ouais. Pourquoi? Pourquoi on a besoin d'être tant productif? Puis là, je connais pas les autres places dans le monde, mais en Amérique du Nord, pourquoi c'est autant valorisé? Pourquoi c'est autant attendu qu'on... Puis tu sais, je me rentre là-dedans, là, je suis la première à vouloir oui. tout le temps être full productive. Ouais. Pourquoi c'est le même? Tu arrives en Amérique du Sud, ou du moins les pays que j'ai été, en Équateur, admettons, j'ai été là plus souvent, là, le rendez-vous est à midi, il arrive à 12h32. C'est correct. Tout le monde est comme plus sur un beat slow. Il n'y a pas de... Tu sais, ils doivent avoir vraiment plein d'autres issues, hein, on s'entend, mais pourquoi qu'on est comme ça, on le sait-tu? C'est une excellente question. Est-ce que c'est L'argent, genre. Oui, notre mode feeling capitaliste, là, peut-être, Ouais. effectivement. Tu sais, si t'es pas au rendez-vous. Time is money, là. Ouais, un Ouais. peu. Puis vu que les hommes ils étaient pourvoyeurs dans le temps, puis que c'était supposé, ils étaient supposés faire assez d'argent pour faire comme pour feed leurs 13 enfants, puis Il y avait une pression là-dessus. il y avait peut-être une pression là-dessus, puis là, ben, nous autres, on rentre dans le marché du travail, puis on fait juste pick up la même pression, ou comme Ouais. le coût de la vie augmente, tu sais, faut que tu t'augmentes, faut que tu changes de job, faut que... On se valorise beaucoup par ces accomplissements-là. Ouais. Peut-être aussi c'est la seule Des façon de accomplissements tangibles. mesurer... c'est la seule façon de mesurer Quantifiable. son succès, comme de Très nos jours. quantifiable. Ouais, c'est quantifiable. J'ai fait un marathon, j'ai fait 100 000 j'ai C'est fait tant, tu sais, et non, j'ai pris une marche en nature. Je travaille fort, j'ai une promotion, je fais plus d'argent. Voici mon Il y résultat. a personne qui se vante, cette semaine, là, j'avais un horaire tellement ça, j'ai rien fait de ma semaine. Personne ne dit jamais ça. Puis pourtant, moi, je trouve qu'ils ont, ils ont une réponse intéressante, ces gens-là, ou du moins oui. se permettent de ralentir puis d'avoir un horaire qui permet de la marge de manœuvre. Puis ça, là, je pense que c'est le terme qui décrit le mieux ma pratique en santé mentale, c'est on peut-tu se permettre de la marge de manœuvre? Puis de ne pas être toujours ici, à courir à droite puis à gauche, d'avoir des moments dans l'horaire, 2 heures semaine, où il n'y a rien de prévu, qu'on se permet de se dire de quoi j'ai le goût, puis qu'est-ce que mon niveau d'énergie me permet aujourd'hui. Ouais. Ça se peut qu'on va y aller aux pommes quand même avec belle-sœur, beau-frère, ça se peut. Mais ça se peut aussi qu'on se dise, ben non, hey, on a besoin d'un temps cocooning en famille, puis on sort pas, puis on va pas être comme brosse les dents parce que là, on a dit qu'on serait là à telle heure, puis il y a du trafic, puis let's go, on roule, puis on est productif même dans nos loisirs. Tu sais. Fait que je dirais que c'est ça. Tu sais, quand on arrive, le corps nous lève des drapeaux, là, mettons qu'on revient à nos... Ouais, on revient à la question de une demi-heure que j'ai posée. Mais mettons que notre corps nous lève des drapeaux, il nous dit, là, il faudrait ralentir ou il faudrait mettre en place quoi que ce soit, des stratégies, etc. Là, on a le choix de les écouter ou pas, ou même des fois, on n'en est pas conscient. Et la majorité des gens vont dépasser leurs limites, vont se dire, ben je continue, même si, puis mon corps, il va suivre. Ça fonctionne, c'est juste qu'à un moment donné, on va payer le prix de ce choix-là, par contre. Fait qu'on va voir, comme dans la gestion d'énergie, quand on dépasse ce moment crucial-là où on a notre limite. Après ça, on a une fatigue qui est importante puis un long plateau de récupération. Fait qu'un classique, là, c'est une journée où on fait beaucoup, beaucoup de choses. Mettons, on reçoit des gens. Fait que là, on va faire le ménage, aller à l'épicerie, faire la bouffe. Là, on reçoit des gens. On socialise, on joue à des jeux, bon, vaisselle. Les gens quittent. Ça se peut que, mettons, ça, c'était le samedi. Ça se peut que le dimanche, vous n'allez pas faire grand-chose parce que vous avez tout utilisé l'énergie le samedi. Fait que là, l'énergie va être pas top pendant plusieurs jours. Et là, quand elle commence à se repointer le bout du nez, ben là, on est excité. Fait que là, on se dit, yes, l'énergie est au rendez-vous. OK, je vais pouvoir laver les fenêtres, puis là, il faut que je renvoie ça à la garderie, puis j'ai telle affaire à faire. Ouais. Et là, on va repartir dans le même cycle que j'appelle affectueusement le crash and burn, là, où on roule à 1000 à l'heure, on dépasse nos limites. Là, on a une fatigue importante qui se maintient longtemps jusqu'à ce que, oups, ça revienne, puis on repart dans ce cycle-là. Ouais. Beaucoup d'adultes s'activent comme ça. Ben, en fait, oui. C'est culturel dans un sens. Puis même quand, tu sais, moi, je fais ces enseignements-là à longueur de semaine, puis je suis pas parfaite au niveau de ma gestion d'énergie, évidemment, comme tout le monde. On peut pas être parfait. Mais d'être conscient, par contre, qu'on est en dépassement de limite, pour moi, c'est important. Parce que ce que je remarque, c'est que les gens sont en dépassement de limite tout le temps et ils en sont pas conscients. Ouais. Mais si tu me dis, mettons, là,
écoute, je sais que je vais dépasser mes limites, mais tu sais, j'ai telle deadline, j'ai telle chose à faire. Mais après, mettons, dimanche, je me suis planifié une demi-journée où je vais pouvoir vraiment me reposer, recharger mes batteries, nourrir ma santé psychologique. Et je fais le choix conscient de dépasser mes limites. Pour moi, c'est vraiment différent que d'être toujours en train de dépasser ses limites sans même s'en rendre compte. Au moins, on a évalué le risque. Puis si on évalue le risque puis on se dit, ben pour moi, la balance entre les coûts et les bénéfices, ça vaut la peine, je vais vous suivre à 1000 %. Mais d'y aller un peu cow-boy, de toujours être en dépassement de limite puis même pas s'en rendre compte, c'est là où ça finit par être dangereux. Puis quand tu dis dangereux, c'est quoi? Dangereux, ça veut dire qu'à un moment donné, les batteries, ils se rechargent plus. Là. Puis là, on se retrouve dans un contexte d'épuisement où remonter la pente, ça va être plus long. Ça, moi, c'est ces gens-là que j'accompagne dans le cadre de ma pratique. Est-ce qu'on parle ici d'épuisement professionnel? Est-ce qu'on parle de burn-out? Est-ce la même chose? Oui, burn-out, épuisement professionnel, c'est la même chose. C'est pas un diagnostic DSM en santé mentale. Fait que c'est pas un diagnostic qu'on a de référence. Souvent, les médecins vont plus l'appeler un trouble d'adaptation. Au final, en ergo, en tout cas, moi, le diagnostic, ça change pas grand-chose pour moi. On va vraiment regarder c'est quoi les manifestations des difficultés puis où ça vient jouer. Exactement. Mais oui, c'est ça, effectivement. Ça peut être, à un moment donné, on étire tellement les limites que quand on fesse le mur, là, se relever, c'est plus long puis plus difficile. J'interromps l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler d'une marque que j'adore et que je porte depuis des années. C'est Oraki, qui est une entreprise québécoise qui redéfinit la mode féminine en écoutant sa communauté. Leurs vêtements sont fabriqués au Québec à partir de matières recyclées et de fibres naturelles et ils sont conçus pour que chaque femme se sente belle et forte, tout en soutenant notre économie locale et en protégeant l'environnement. Oraki est reconnu pour leurs leggings qui sont particulièrement doux, confortables et qui tiennent tout en place. Croyez-moi, ils vont pouvoir vous accompagner dans toutes vos activités, du bureau à la salle de yoga. Avec des tailles du XXS à 3XL, Oraki s'engage pour une mode réellement inclusive. En choisissant Oraki, vous faites plus qu'acheter un vêtement, vous nous rejoignez dans un mouvement vers une mode plus durable et plus équitable. Rejoignez-nous dans cette mission où le style, le confort et l'éco-responsabilité se rencontrent. Rendez-vous sur leur site web oraki.ca et utilisez le code L15 pour 15 % de rabais. Sur ce, on retourne à l'épisode. Puis c'est quoi, pour les gens qui nous écoutent, là, serais-tu capable de nous... C'était pas dans les questions, je m'excuse, je sors de nos questions, mais... non, mais tu les avais vues un peu avant, là, mais la différence entre un burn-out puis une dépression. Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup souvent qui se posent la question, qui sont comme... Ouais. En fait, c'est ça, burn-out, c'est pas un diagnostic dans le DSM-5. Fait que techniquement, c'est pas un diagnostic valable en santé mentale. C'est plus quelque chose que les gens vont dire à l'oral là, pour décrire que, dans le fond, c'est un trouble d'adaptation qui est causé par des enjeux au travail ou une surcharge de travail ou un surinvestissement au travail. C'est quelque chose qu'on utilise dans le vocabulaire populaire, mais mettons, nous, en réadaptation en santé mentale, épuisement professionnel, burn-out, ça fait pas partie de nos diagnostics de référence. Ouais. Je pensais que c'était quand même quelque chose de... Tu dirais trouble d'adaptation. Trouble d'adaptation, c'est vraiment un diagnostic c'est coloré, mais poubelle, là, un peu tout se retrouve là-dedans. Sinon, avec un peu plus d'intensité de symptômes, là, on va avoir une dépression majeure. Puis, il y a les troubles anxieux en parallèle de ça, le stress post-traumatique. Il y a plein d'autres différents diagnostics, mais épuisement parental, épuisement professionnel ne fait pas partie des diagnostics valables. Ouais. Okay. Puis tu peux avoir un burn-out sans nécessairement que cela soit causé par ton travail ou sans nécessairement que tu sois même travailleur. Oui. Tu peux être en burn-out comme mère à la maison, on va dire. Puis, absolument. Même pas d'enfant. Tu peux être épuisé. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment juste, c'est de la gestion d'énergie. De la gestion d'énergie. Oui, c'est est-ce que tu es en dépassement de limite constant, puis à un moment donné, ça te rattrape. Oui. J'aime vraiment l'image des trois réservoirs. Je trouve que ça m'aide à comme vraiment bien comprendre. Ça parle beaucoup. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que moi, les gens, ils arrivent dans mon bureau puis ils me disent, bon, mais là, tu sais, en plus, c'est drôle parce que vous avez fait la même chose. Fait qu'on fait ça comment, concrètement? Puis je pense que c'est même la question que tu m'as posée. Ça se peut. On fait ça comment? C'est quoi les stratégies? Exact. Donne-moi une liste de choses. C'est quoi les stratégies? Tu as dit qu'il y avait des devoirs. Moi, j'adore qu'il y ait des devoirs en art. Il y a des devoirs. Oui. Puis ce qui est intéressant, c'est que
les stratégies, c'est la dernière étape en gestion d'énergie. Parce que je peux vous dire une liste de 1000 stratégies, mais lesquelles conviennent pour vous, quand les utiliser, Ça, il n'y a pas moyen de êtes-vous savoir. capable de vous arrêter dans l'action pour les mettre en place? Fait qu'il y a des étapes précurseurs aux stratégies qui pourtant sont... Moi, je veux les stratégies. Ouais. Ben, faut travailler un peu avant. J'ai ma cohérence cardiaque avec Respirelax. Fait Puis qu'il je est fais une ça. super bonne C'est une stratégie. stratégie, mais tu sais, moi, je recommande ça à tout le monde comme si ça allait régler tous leurs problèmes. Mais je suis en train de me dire, premièrement, je pense qu'on va essayer quelque chose. Là, je vais essayer fort là, pour que j'aimerais ça que tu viennes faire une conférence à ma clinique ou quelque chose pour m'en parler. Mais c'est que je suis en train de me dire, tu es en train de m'aider avec mes patients sans que tu le saches parce que le nombre de fois, par exemple, je donne un exemple. Problème de mâchoire. Tu viens me voir, tu serres beaucoup des dents, on se rend compte que Ouais. tu as beaucoup d'anxiété, que tu as beaucoup de stress, tes batteries sont à vide, justement. Mhm. Puis moi, je te dis de faire de la cohérence cardiaque, qui est la stratégie qui, selon toi, si j'interprète bien, tu sais, c'est dans tes dernières interventions. Tu sais, au final, ça fait juste donner une charge mentale de plus à la personne. Là. De dire, faut pas j'oublie de faire ça, tu sais, que ça sert. Fait des exercices de physio, là, quand tu disais que, tu sais, t'as-tu le temps de le faire ou pas, puis on va essayer d'adapter avec Oui, ben ça, c'est Je pense à super ça. en gestion d'énergie. Ma fille, là, on trucs. en parlait un petit peu tantôt avant qu'on enregistre, Charlotte et moi, de ce que je trouvais dommage en... Non, Charlotte et moi. Coup de ensemble. Oui, on se parlait pendant que tu mangeais ton poulet. Attends, je pensais que on enregistrait ton douce. Excusez. Charlotte, si présente et ergothérapeute, et moi, nous parlions de... Vous avez le droit de vous parler en dehors. Tu caches pas, là. Non, mais on parlait un petit peu de la différence ergo-physio, puis que moi, je trouvais ça dommage qu'en physio, je trouvais qu'on n'avait pas assez de formation reliée à la santé mentale. Puis au final, tu sais, on peut pas tout apprendre non plus. Là, ça serait sans fin sinon, mais je trouve ça vraiment intéressant comme point parce qu'on se fait apprendre beaucoup en physio comment aider la motivation intrinsèque puis l'entretien motivationnel, mais des fois, c'est pas nécessairement la motivation qui manque, là. Tu sais, si la personne est déjà en déficit d'énergie puis je donne juste 2 exercices, mais elle n'en a pas de l'énergie pour le faire, là. Oui. Elle peut plus aller le gruger n'importe où, là. Oui. C'est là que j'irai faire à toi. Hein? Oui. Voilà. Yeah. La première étape, c'est d'être capable de se connecter avec son ressenti, puis de savoir quels sont mes signes de fatigue. Ouais. Déjà, juste ça, premier défi. Puis défi de taille, juste ça. Ouais. Premièrement, se connecter avec son ressenti, ça implique qu'on ne va pas nécessairement aimer ce qu'on va trouver de l'autre côté, puis qu'on ne veut pas nécessairement prendre le temps de gérer ce qu'il y a de l'autre côté non plus. C'est challengeant, là. C'est super confrontant. Déjà, juste ça, premier beau défi. Donc, de dire, moi, quand je suis fatiguée, de quoi j'ai l'air? C'est quoi mes signes précurseurs de fatigue? Moi, j'ai mal à la tête. Mal de tête, c'est un signe Je physique. prends un Advil, puis je La- continue, par exemple. Ben, Mais au moins, tu mets en place une stratégie. Au moins, J'aime mieux que rien. je le reconnais. Puis tu le reconnais, Oui, puis c'est t'en es consciente. Mhm. Fait que, tu sais, les signes physiques, il y a des signes cognitifs, bon, au niveau, tu sais, concentration, j'ai plein d'oublis. Mhm. Il y a les signes affectifs aussi. Tu sais, la larme à l'œil, je vis de la colère, alors que, tu sais, pourtant, ça devrait pas avoir lieu comme émotion. Est-ce que je suis plus irritable, impatiente? Ça, c'en est qui ressortent quand même beaucoup dans ma clientèle en signes précurseurs. Puis aussi les signes un peu plus comportementaux au niveau de nos actions. Mettons que je te regarde aller, là. Qu'est-ce que je peux dire? Ah, Catherine, je pense, elle vient de tourner le coin rond. T'sais, elle était censée, mettons, se faire un souper, puis là, elle a sorti de la sauce à spag du congélateur. Ah, t'as fait un coin rond. Moi, je sais qu'un de mes signes comportementaux là, que maintenant, j'en suis consciente, c'est me faire un café en début d'après-midi. Moi, je bois un café le matin, c'est tout. Fait que là, si je pars à ma cafetière vers, je sais pas, pendant l'heure du dîner ou 1 heure, ah, OK, intéressant, ici, je suis fatiguée. Fait que ça, c'est des signes pour moi que je suis vigilante, tu sais, quand j'ai le goût de... Ouais. Ah, OK, intéressant, il y a peut-être quelque chose en dessous de ça. Fait que le but, c'est d'être capable de, premièrement, se connecter avec ça, puis permettre à notre corps de nous envoyer des messages, puis d'être à l'écoute de ces messages-là. Fait que des méditations de type scan corporel sont super efficaces pour ça. Juste prendre le temps de s'arrêter puis de demander à notre corps comment ça va, puis de faire un scan, passer à travers tout, puis voir qu'est-ce qui nous dit notre corps. Puis là, ben, on se crée une banque parce que c'est plate. J'aimerais ça pouvoir vous dire, ça, c'est vos signes de fatigue, mais c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Fait qu'il y a des gens, tu sais, moi, mettons, si je suis dans mon bureau avec la porte fermée, puis tout d'un coup, j'ai froid.
pour moi, c'est un signe de fatigue quand je deviens plus frileuse. Puis il y a des gens qui n'ont pas du tout ce signe-là. Fait que c'est vraiment d'apprendre à se connaître puis de voir, ben moi, quand je commence à être fatiguée, c'est quoi que mon corps m'envoie comme message. Fait que ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est s'arrêter. Ouais. Fait que, mettons, j'ai mal à la tête. Ben là, je suis capable de m'arrêter dans l'action. Puis ça, c'est un autre beau défi. Parce que quand on est réchauffé puis qu'on avance, là, s'arrêter, c'est tough. Ça va bien des fois, puis ça te tente pas, là. Mais tantôt, t'en as parlé un petit peu de t'arrêter, puis tu disais, c'est pas juste fixer le mur. Oui. C'est la même chose. Tu sais, mettons Marie-Lou qui a mal à la tête, elle, s'arrêter, ça pourrait-tu juste aller promener son chien lentement à l'extérieur? Oui, tout à fait. Ben, en fait, ça serait une stratégie. Ça serait une pause active, comme tu es rendu dans la troisième étape. Mais oui, tu sais, en fait, s'arrêter, c'est se permettre d'arrêter la tâche en cours et de réfléchir à, OK, je sens que je suis plus fatiguée au niveau cognitif, je pourrais aller prendre une marche à l'extérieur. Fait que là, c'est ce moment d'arrêt-là, juste pour permettre la réflexion. Puis, tu sais, souvent, ce que je dis aux gens, c'est que ça prend pas 4 heures, là. Tout ça, là, ça prend 35 secondes peut-être quand on est rendu bon puis qu'on le fait souvent. Ça n'a pas besoin d'être, fou, là, comme pause. Des fois, un 5 minutes bien placé peut faire toute la différence. Puis, as-tu l'impression, quand les gens viennent te voir, un peu comme moi en physio, tu sais, si je prends la banque de toutes les personnes qui viennent me voir, les personnes qui font vraiment pas leurs exercices, c'est peut-être, dans mes patients, 20 15 Tu sais, as-tu l'impression parce que j'ai l'impression que ça doit être encore plus difficile, des stratégies comme ça. C'est des stratégies très, réflexives, mentales, ça te tente pas de t'arrêter. T'as-tu Les gens adhèrent-tu à ça? Ben, comme je disais tantôt, l'ergo, c'est actif comme rétablissement ou comme réadapt. Fait que les gens qui adhèrent pas à un mode actif, habituellement, on les perd avant même d'être rendus là. C'est ça. Fait que ça dépend vraiment des gens, mais c'est pas beaucoup, là. Puis, tu sais, d'être juste capable de se connecter avec son ressenti puis de s'arrêter, pour moi, déjà, c'est un gros de la job de fait. Parce que après ça, mettre en place ces stratégies, c'est facile. Tu sais, ça, pour moi, c'est vraiment le plus petit. Là. Une fois que le reste est fait, ça va. Tu sais, tu vois, vous en avez nommé facilement. Ils nous viennent, tu sais, on les connaît. C'est juste, est-ce qu'on est capable de les mettre en place au bon moment? Il est là, le nœud de la guerre est là. Parce que l'air de la guerre. moi, je me dis, je travaille de la maison, c'est moi qui choisis mon horaire, pas stressée de prendre une pause en plein milieu de ma journée, souvent, ça se fait. Mais mettons, Kat, elle a des patientes toute la journée back-à-back. Je trouve ça toi aussi, tu as des patientes back-à-back. Comme, c'est pas tous les emplois qui permettent d'aller prendre une marche autour du bloc. Là. Je trouve ça intéressant parce que je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine, une de mes collègues cette semaine. Puis je disais, je trouve ça challengeant parce que j'ai des semaines que je verrais, j'exagère, mais genre 60 patients. Là. On dirait que mon énergie roule, puis peut-être que je m'arrête pas aussi pour penser pourquoi qu'elle roule autant, mais j'ai full énergie. Puis comme j'ai des semaines, j'en verrais 75 % de moins. Puis après mon 3e patient, là, je suis il me manque vraiment d'énergie, mais j'en ai 3 autres de bookés. Puis mes 6 semaines d'après sont bookées aussi. Là. J'ai de la misère à avoir cette latitude-là. Je suis convaincue que je pourrais mettre des stratégies en place, puis peut-être juste booker moins de patients à l'avance, etc. Mais je trouve ça tough quand, justement, ma journée est déjà établie, puis je peux pas juste appeler le patient et me dire « Excuse, Roger, on pourra pas se voir, je suis fatiguée. » Je pense pas que j'aurai un bon review Yelp après ça. Pourtant, ça serait idéal qu'on puisse parce qu'au final, on intervient quand même avec des humains. Moi, je trouve que c'est difficile. C'est probablement un des aspects que j'aime le moins de mon travail, c'est ça. C'est de se dire, quand j'ai une journée où ça file moins, il faut quand même que je sois là à 100 %. Puis c'est plate pour la personne que je reçois qui, elle veut, tu sais, les enseignements. Fait qu'évidemment, on le fait quand même, tu le fais quand même. Mais c'est au détriment de notre propre santé. C'est la chose, je parlais de ça encore récemment avec plusieurs personnes, en fait, là, qui me disent souvent que vu que moi, je suis beaucoup debout avec ma job, tu sais, j'ai beaucoup de patients qui me disent hey, « Tu dois être fatigué en fin de journée. » Au début, je l'étais, mais là, je le suis plus. J'ai pogné le beat d'être debout, bouger, forcer. La chose la plus difficile de mon métier, c'est quand je file pas bien, autant physiquement ou mentalement. Je rentre quand même. Là, je pense que je suis déjà rentrée avant la COVID, mais avec une gastro à job. Là. Je rentre quand même. Là, je suis comme, il y a 6 personnes qui m'attendent. Il y en a un qui avait eu une chirurgie. Il fallait qu'il y ait le traitement cette journée-là. J'ai essayé. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé?
Je suis repartie après 2 heures, puis j'ai pas de capable de me rendre en maison. Mon Y a pas chum de est venu me gastro. chercher. J'ai vomi sa terrasse en face. Ouais. Mais c'est ce que je trouve. Là, j'essaie de m'écouter un peu plus dans le style gastro. Je rentre plus là, avec la COVID, les temps ont changé, mais je parle si. Je sais pas, mon chat est malade ou je sais pas, je file juste pas, je me lève du mauvais pied, j'ai mal dormi. Faut que je rentre, mais faut que je fasse comme s'il y avait rien, puis que je sois aussi bubbly avec mes patients. Puis ma psy me dirait non, mais t'es pas obligé d'être autant bubbly, mais je suis comme, tu sais, ils payent. C'est ça que je trouve ça difficile. Ils payent, puis ils payent pas pour s'attendent que à tu ça. sois, ils payent pas pour que tu sois bubbly, là. Non, mais. Puis tu vois, moi, je trouve ça Une intéressant. séance de bubbliness, s'il vous plaît. C'est peut-être plus facile dans le cadre de ma pratique, mais moi, tu vois, je suis super ouverte avec mes clients là-dessus. Des Ah ouais, journées hein, où je suis moins en forme, j'ai moins bien dormi, j'ai moins d'énergie, je leur nomme. Ça m'est jamais arrivé, Catherine, qu'on me reçoive avec une brique puis un fanal, là. Les gens me Ah disent ouais? ah, ben oui, hein, c'est. Tu sais, ben là, ils m'accueillent toujours avec bienveillance. Ouais. Puis ils trouvent ça intéressant de se dire OK, elle est pas juste, c'est pas juste du talk, tu sais, je veux dire, j'applique ce que je leur. Tu sais, c'est un peu de le faire vicariant, là, tu sais, à travers l'autre. Ouais, un exemple. Là. Ouais, ou tu sais, des fois, mettons, quand je prends mes rendez-vous puis je leur dis ah non, tu sais, cette heure-là, c'est pas un bon fit. Tu sais, mettons, j'ai une rencontre, je vais vouloir prendre un temps. Ou tu sais, moi, mon heure de dîner, c'est sacré, je ne travaille pas. C'est ma limite, comme. La porte, je la tiens serrée de même. Là. Je l'ouvre jamais parce que j'ai peur de perdre le contrôle. Puis je leur dis à mes clients, je dis, tu sais, je suis sur l'heure du dîner, je m'excuse, c'est pas possible. Tu sais, des fois, j'ai des clients en retour au travail que nos horaires sont pareils. Fait que c'est difficile de trouver un temps où ça coïncide. Je leur dis, je suis désolée, moi, si je prends un rendez-vous sur l'heure du dîner, je vais pas pouvoir finir ma journée puis être bien, tu sais. Mais On m'a toujours accueilli avec beaucoup de bienveillance là-dedans. Puis même, ça les encourage à faire la même chose parce que là, je leur reflète. Vous voyez comment vous m'avez accueilli? Tu sais, vous m'avez pas dit, ben voyons donc, c'est inacceptable. Fait que pourquoi vous pouvez pas faire la même chose aussi? Puis là, les gens se disent, ben oui, c'est vrai, hein, dans le fond, on a le droit de dire qu'on est plus fatigué, puis c'est normal, tu sais, l'humeur, l'énergie est variable. Les gens qui prennent des stabilisateurs de l'humeur, qui, mettons, un trouble bipolaire, puis qui sont ultra flat au niveau de l'humeur, ils disent, c'est terrible, ils détestent ça. On est habitué d'avoir des fluctuations, on n'est pas toujours... Puis des fois, ça change d'une journée à l'autre, d'une minute à l'autre. Fait que c'est de s'écouter et d'être capable de se connecter. Mais c'est ça, moi, je te dirais, marge de manœuvre. Tu sais, probablement que ton horaire, il manque de marge de manœuvre. Tu as besoin d'un peu plus de... Malléabilité. Hein. Oui, de malléabilité. T'as raison, parce que j'ai souvent la remarque, là, j'ai essayé de moins faire ça, quelques exceptions près, mais avant, je commençais à 7 heures le matin. Mon premier patient était à 7 heures, 2 jours semaine. Puis, j'ai 2 autres jours dans la semaine que je fais comme midi à 9, mettons. Là, je finis à 8 maintenant, je trouvais ça trop tard un peu. Mais même quand je donne un rendez-vous à 7 heures le soir, j'ai souvent des patients qui me disent « Mais là, c'est pas trop tard pour toi? T'es-tu sûre? » Fait que je pense que je m'étais jamais rendu compte au final que même sans leur dire, eux-mêmes me faisaient un check-up personnel. Ben C'est correct. You're gonna be fine. Puis je suis comme, oui, tu sais, je commence à midi. Là, je fais pas 8 à 7 là, non plus, mais I'm gonna try that. Et moi, tu vois, en ce moment, là, peut-être au-dessus de 95% de ma clientèle, c'est des professionnels de la santé. C'est triste. Ça en dit long quand même. Hein? Ouais. C'est sûr qu'il y a des contextes. Des fois, j'ai des infirmières de soins intensifs qui me disent, ben là, Charlotte, tu sais, mon patient, il code, il m'a pas allé prendre une marche. Ben là, évidemment que je suis d'accord avec toi. le réaliser, s'il vous plaît. Le problème, c'est que la pause, elle saute pas juste quand il y a un patient qui code. Il est là, l'enjeu. Si une fois par mois, là, pendant ta pause, il y a un patient qui code puis tu y vas, ça me convient. Mais c'est pas ça la réalité. Non. Tes pauses, il n'y en a pas, tu manges pas. Et j'ai dit, l'infirmière, ils n'ont même pas le temps de faire pipi. C'est parce que là, à un moment donné... J'ai vu en rééducation périnéale après ça. Mais c'est vrai. Professeur puis infirmière. Oui. Mais ça n'a pas de bon sens. De s'oublier complètement au détriment de la santé des autres, ça peut pas... en fait, ils finissent par retentir dans mon bureau. Fait que c'est important de faire attention à sa propre santé comme professionnel. Puis on en a plus parlé pendant la pandémie, tu sais, même de l'épuisement de compassion, ou en tout cas, je me souviens plus le mot, là, comment qu'ils le décrivent en ce moment, les termes ont changé, mais tu sais, c'est important de prendre soin de soi puis de se permettre de pas
complètement se brûler parce que ça veut pas dire que le travail, c'est la sphère que tu as le goût que ça prenne toute la place. Puis, tu sais, le surinvestissement, des fois, là, que c'est insidieux, ça s'installe, puis on s'en rend pas compte. Tu sais, si j'arrive du travail, puis ça me prend 1 heure, juste me poser, puis être un semblant de fonctionnel, pour moi, cette heure-là, c'est 1 heure de travail. Parce que c'est de la sphère professionnelle là, qui vient envahir le quotidien. Quand on le regarde de même, au pelay. Fait que, tu sais, si dans la douche, je pense à un client, puis qu'est-ce que je pourrais utiliser comme stratégie? C'est ma sphère professionnelle qui envahit le reste. Fait que quand on calcule tous ces temps-là, il y a des gens pour qui le surinvestissement est impressionnant. Là. Puis là, à un moment donné, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que moi, c'est ça que je souhaite dans mes priorités? Autant surinvestir le travail. Puis des fois, ça part, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, ma porte d'heure du dîner là, est fermée de même. Là, parce que je le sais que si je l'ouvre un peu, oh mon Dieu, qu'il y a des chances que je perde le contrôle. Moi, ça me fait vraiment peur parce qu'en entrepreneuriat, ouais, ben ça, c'est un autre sujet. C'est vraiment commun que c'est comme t'as pas le choix de travailler 60, 70, 80, 100 heures par semaine. Mm-hmm. Et si tu fais pas ça, tu n'auras pas de succès. Ouais. C'est noir sur blanc. Mm-hmm. Et tout le monde fait ça. Ouais. Puis quand je leur dis que je travaille 5 jours sur 7, puis que j'ai 1 heure de dîner, puis que j'arrête à 5 heures, puis que je travaille pas le week-end... Alors, même comme créatrice de contenu, j'ai reçu un courriel aujourd'hui qui était comme « Je t'envoie les derniers commentaires pour que tu filmes ton contenu, ça va pouvoir faire ça en fin de semaine. » J'étais comme « Very funny. » Mais au final, c'est super confrontant parce que on s'attend de ça. Souvent, je me dis « Va-tu falloir... faudrait que je commence à travailler soir, fin de semaine. Vas-tu y arriver si je travaille pas soir, fin de semaine? » Comme... On dirait que je le repousse puis je veux rien savoir, mais que c'est comme... C'est un peu ça. Sinon tu n'auras pas de succès. Là, bien, puis c'est ça, je pense que ça vient avec la culture aussi de l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que moi, mes clients, ils ont des assurances. Les entrepreneurs ont souvent pas d'assurance. Ouais. Ils retentissent moins dans nos bureaux. Puis c'est pas parce qu'ils en ont pas de besoin. Non, non, je te gasse. Non, les entrepreneurs, ils sont comme « Ah oui, moi, j'ai fait 8 burn-out. » Mais c'est ça. Sont même, là. C'est comme le coût banalisé associé à ça. Ben, en même temps, c'est ça, je disais tantôt, la balance coût-bénéfice qui n'est pas évaluée. Tu sais, OK, ton 80 heures semaine, en ce moment, tu es capable. Ça, là, tu es capable de le faire. Est-ce souhaitable? C'est une toute autre question. Ouais. Parce que si on se pose la question, est-ce que je suis capable? La réponse, c'est quasi tout le temps oui. Là. On peut vivre genre 2 semaines sans manger. Là. Notre corps, il y a des... T'es capable, là. Oui. Fait que tu bien filé, peut-être pas. C'est ça l'affaire. C'est quoi les impacts à court, moyen, long terme de ce choix-là? Puis est-ce que tu es prêt à vivre avec ces conséquences-là? Les gens qui ont déjà vécu une période de vulnérabilité au niveau de leur santé mentale, souvent sont plus conscients des risques. Là, ils vont mieux évaluer, mettons. Mais là, tu sais, de faire 8 burn-out, c'est quand même impressionnant. Là. Mais c'est majoritairement des hommes qui roulent là-dessus, puis ils ont vraiment beaucoup de pression. Ils sont pas connectés du tout avec leur corps et leur santé mentale et leurs émotions. Là. C'est au détriment de leur famille, c'est au détriment de leurs amis. C'est ça que c'est. Genre, le discours que je me fais dire, c'est beaucoup de sacrifices. On sacrifie le temps avec nos enfants. Genre, le nombre d'hommes entrepreneurs qui sont des personnes qui sont reconnues. Là, mettons, j'ai assisté à des conférences. Puis qu'il y a des questions, genre des rondes de questions. Comment que vous faites pour balancer le travail et famille? Je ne balance pas le travail et la famille. C'est un sacrifice que j'ai fait de sacrifier le temps avec ma famille. Genre, je n'ai pas passé de temps avec mes enfants. Comme ils disent ça, c'est ça les modèles qu'on a, là. C'est intense. C'est de la priorisation. Hein? Ouais. Comme quoi, la priorisation, c'est vraiment spécifique à chaque personne. Mais tu sais, c'est étonnant. Les données pré-pandémie nous disaient que 8 adultes sur 10 allaient vivre au cours de leur vie une vulnérabilité au niveau de leur santé mentale. Je le crois. 8 sur 10. Puis ça, c'est pré-pandémie. C'est sûr que c'est plus que ça maintenant. Mais je ne serais même pas surprise. Non. C'est énorme. Ouais. 8 sur 10, on est vraiment au-delà de la majorité. Pourtant, ça s'en vient. On en parle de plus en plus. Tu sais, je pense qu'en société, on évolue à ce niveau-là. Ouais. C'est de moins en moins stigmatisé, tabou. Mais est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui change? T'sais, on en parle beaucoup. Tantôt, on parlait des infirmières, justement. Là, puis on s'entend, il n'y a pas juste les infirmières, mais il a fallu qu'il y ait une pandémie, puis
ils étaient, tout le monde était au bout du rouleau avant ça. Il a fallu qu'ils les mettent au bout du rouleau dans une pandémie où tout le monde crashait, puis que là, on soit comme, hey, c'est pas facile leur job, hein? On commence, mais leurs conditions ont-elles énormément changé depuis? Je sais que ça fait pas longtemps d'un point de vue, ça fait juste 4 ans et même moins que ça. Mais là, on parle beaucoup de consultants en psycho, OK, un peu plus de monde comme consultant en psycho, mais il manque de psychologues, c'est 6 mois d'attente. Là, on dirait que mon speech est très fataliste, là, mais... Ben, c'est intéressant aussi de voir, tu sais, en santé mentale, je pense qu'on connaît pas tant les autres professionnels qui peuvent être aidants. Tu sais, mettons, en ergo, les gens... Moi, tu sais, en fin de suivi, les gens me disent, je comprends pas que... Tu sais, à quel point tu as eu un impact significatif sur mon rétablissement. Puis, comme moi, je suis arrivée dans ton bureau, je n'avais aucune idée. Et les gens sont ultra anxieux. Là, ils se demandent qu'est-ce que je vais leur faire. Ils savent pas trop, tu sais. Puis, ils me disent, j'ai parlé de toi à toutes mes amies, toute ma famille. Comme tout le monde devrait savoir qu'est-ce que ça fait, les ergos en santé mentale. C'est quasi tout le temps ça, le commentaire qu'on a. Mais on travaille un peu dans l'ombre en santé mentale. Tu sais, les psychiatres, les psychologues, ça, tout le monde sait qu'est-ce que ça mange en hiver, mais les autres intervenants qui œuvrent en santé mentale travaillent des fois un peu plus dans l'ombre. Fait que... Comment qu'on trouve un ou une ergo en santé mentale? Ben, comme tous les autres professionnels. Pourquoi vous avez besoin de trouver quelqu'un d'autre? Mais là, elle va être bookée après l'épisode. Fait que là, elle n'aura plus de place. Ça se passe. En backup plan. Mettons que tu as une liste d'attente. Là, genre. Ben, dans le fond, comme j'imagine en physio, vous avez ça aussi. J'avoue que je le consulte moins sur le site de l'Ordre, mais comme les psys, même chose. Sur le site de l'Ordre, il y a moyen de rentrer des critères de qu'est-ce qu'on souhaite comme suivi, puis d'avoir une liste de tous les ergos dans votre région ou qui font de la visioconférence que vous souhaitez. Il y a toujours moyen de trouver. Puis fait qu'on a ça sur le site des ergos du Québec. L'Ordre des psys aussi ont vraiment un moteur de recherche impressionnant au niveau du choix du thérapeute, de l'approche, des enjeux. C'est super. Moi, je trouve que c'est vraiment des outils là, qui valent la peine d'être connus parce qu'il y a vraiment moyen de trouver des thérapeutes. Là. Ben, c'est sûr que les psys sont quand même... Ça ne veut pas dire que parce qu'on le trouve, il est disponible, mais c'est un bon moteur de recherche. Fait que je dirais, moi, en tout cas, quand je cherche des professionnels, les sites des ordres, c'est toujours une valeur sûre. On peut vraiment aller mettre les critères puis trouver un professionnel qui va répondre à nos besoins, au final. Là, c'est un peu ça. Parce que, comme on en parlait, mettons l'ergo, la physio, c'est super large. Fait que, moi, quelqu'un me demande d'aider pour, je sais pas, moi, une évaluation de conduite auto. Je ne suis pas qualifiée pour ça. Je suis ergo, mais j'ai jamais fait Dis-moi ça. d'aller traiter quelqu'un en AVC, là, épolaire. Ben ça, on se spécialise tellement au cours de nos carrières qu'avec ce genre de moteur de recherche-là, dans le fond, quand on s'inscrit au tableau de l'ordre, on inscrit vraiment nos champs de pratique, puis ça permet de faire des recherches vraiment spécifiques aux besoins. Et que j'aurais tendance à toujours référer vers ça. Peu importe le professionnel, moi, c'est toujours par là que je passe. Puis on a de l'info réelle, pertinente. Fait que... Ouais. Ça me donne le goût quasiment de consulter. Oui, ben oui, vraiment. Je suis une candidate idéale. Je confirme. Mais tu sais, on devrait les consulter ensemble. Moi, je peux pas consulter Charlotte. Parce que vous êtes chum. Biaisé. Ouais. C'est ça. Conflit d'intérêt. Conflit quand d'intérêt. même, ouais. Maudine. Mais c'est ça. Tu sais, je pense que d'aller chercher de l'aide quand on pense qu'on peut en avoir besoin, c'est toujours pertinent. Puis, tu sais, au final, les professionnels de la santé, tu sais, si, mettons, quelqu'un vient me voir, c'est pas mon champ d'expertise, on réfère vers la bonne ressource. Fait que, tu sais, c'est un peu de faire le premier pas, d'ouvrir la porte à « OK, je vais chercher de l'aide ». Puis après ça, ben, tu sais, si c'est pas la bonne ressource, au moins, tu sais, quand on a le pied dedans, on dit souvent ça, là, tu sais, quand tu as le pied dans le réseau, après ça va, là. Ouais. Fait que de se permettre, tu sais, d'ouvrir la porte à avoir des services en santé mentale. Puis maintenant, avec les PAE, il y a beaucoup de gens, c'est les programmes d'aide aux employés. Il y a beaucoup d'employeurs qui ont des programmes d'aide aux employés. Les travailleurs autonomes, qui n'étaient pas ça, là, mais dans les emplois, tu as ça. Je ne sais pas. Oui, fait que beaucoup de salariés ont accès à un programme d'aide aux employés. C'est des services qui sont accessibles rapidement. Même, moi, j'ai des clients qui consultent même en présentiel. Il y a plein de différents professionnels dans les programmes d'aide aux employés. Puis
genre un rendez-vous dans le mois qui suit. Là. C'est sûr, ce n'est pas des suivis de long cours. Là. C'est Ouais. pas des 20 C'est et comme quelques je séances. pense que c'est comme 4 séances. Ça dépend vraiment du Ok. contrat que l'employeur a pris. Là. Fait que des fois, c'est 4, 6, 8 séances par année ou par problème. Tu sais, c'est vraiment, ça Quand même dépend. mieux que rien, là. Ah, ça dépend vraiment, mais Vraiment, oui. ouais. Puis les gens ont accès, tu sais, c'est chaque année, le compte à rebours repart. Là. Fait que les gens ne savent pas nécessairement, mais ils ont accès à de l'aide rapidement. Puis les PAE, c'est pas juste de l'aide au niveau santé. Il y a de l'aide au niveau des avocats. Tu peux avoir, je pense, 1 heure ou 2, mettons, de soutien légal, financier. Il y a plein d'affaires là-dedans. Puis les gens ne savent pas qu'ils ont accès à ça. Puis ça fait partie de leurs assurances, Ouais. puis de leurs avantages sociaux au travail. Informez-vous, la gang. Oui, votre PAE, c'est vraiment des ressources intéressantes. Puis il y a plein de professionnels, tu sais, il y a des conseillers en orientation. Moi, des fois, j'ai des clients, tu sais, ils veulent se réorienter au niveau professionnel. Tu sais, pas besoin de nécessairement faire une éval, tu sais, de 12 séances, tu sais, de juste rediscuter un peu de où est-ce qu'ils veulent aller, c'est déjà suffisant pour eux. Fait que il y a plein de différents professionnels sur PAE. Fait que c'est une ressource quand même intéressante, rapide d'accès, mettons, pour des gens qui voudraient... J'aurais pas cru, là, mais je pense... je dis ça à tous les épisodes, mais je pense que ça va faire partie de mes épisodes coup de cœur. Non, mais je dis pas juste ça parce que là, Moi, je sais qu'elle a abordé comme 5% de genre tout Ouais. qu'est-ce qu'elle Le pourrait. potentiel. Genre, faudrait qu'elle revienne. ça me Je suis en fait... train de me dire, genre, mettons que tu reviendrais sur le podcast, comme qu'est-ce que t'as comme d'autres sujets genre que t'aimerais aborder plus? Ben c'est sûr que gestion de stress, C'est ça, là, on n'a même pas touché au... ouais. Mais non, mais ça va être Sonia Lupin. Ben oui, ben là. Mettons que Sonia n'est pas dispo, Charlotte reviendra. Ben si Sonia est dispo, là, allez-y à fond. Je l'aime tellement. Ben d'ailleurs, son plus récent livre qui est paru en novembre 2023 sur le stress au travail Ouais. Wow. est incroyable. C'est quoi le nom du livre? C'est le stress au travail versus le stress... vraiment ça. Non. Le stress au travail versus le stress du travail. Wow. Puis ça, c'est un autre thème qui est intéressant. Demandez ce soir. Ben, c'est je peux te le prêter si tu veux. Je l'ai fini. Fait que il est dans ma bibliothèque de livres, mais c'est intéressant de voir le stress du travail. C'est, mettons, le stress ou le sens qu'on va donner à notre emploi. Mettons, toi, comme physiothérapeute, t'sais, le sens que tu donnes à ça, ton identité, comment elle transparaît dans ce rôle-là, le stress que tu vis de ton rôle de physio. Puis après ça, le stress au travail, c'est le stress dans le contexte réel de travail. Puis c'est souvent la deuxième morceau qui est problématique. T'sais, les gens en santé, là, c'est pas... Ils aiment encore leur profession, c'est le contexte dans lequel ils œuvrent qui est plus difficile. Fait que c'est intéressant de voir la différence entre les deux. T'sais, que c'est pas la job qui j'aime plus, c'est le contexte dans lequel je la fais, cette job-là, ou ce qu'on m'impose comme contrainte ou... comme pression, comme charge de travail. Fait que, moi, c'est tout le temps ça. c'est super intéressant. Sonia, viens au balado. Oui. S'il vous plaît. Ça serait Bon, malheureusement, le temps file. On t'a regardé toute la journée. J'ai l'impression de finir tous les balados en disant ça. Ben, je confirme que tu finis sous les balades en disant ça. Le temps file. Le temps file. Est-ce que tu sais de où j'ai eu ça? Pourquoi? Ah non, mais ma psy dit quasiment ça. Je suis sûre que c'est pour ça. Ouais. OK. à cadre le temps de la rencontre Ouais. comme ça. Elle dit quelque chose Le du genre. temps C'est pas file. exactement ça qu'elle dit, mais on termine toujours les balados avec la question L. Marie-Lou, voudrais-tu la poser? Bien sûr. C'est une question un petit peu plus réflexive. Qu'est-ce que tu souhaites aux femmes qui se sentent au bout du rouleau en ce moment? Oh mon Dieu, tellement de choses. Je pense que d'emblée, ma réponse, ce serait d'aller chercher de l'aide, de pas rester seule là-dedans, puis de pas penser qu'elles vivent ça seules, puis qu'il n'y a personne d'autre qui vit ça, parce que leur expérience est partagée par des centaines de milliers de femmes. C'est ça. Tu sais, souvent, les femmes que je rencontre pensent qu'ils sont seuls à vivre leur réalité, alors que vraiment pas. Tu sais, elle est vraiment partagée. Fait que l'humanité partagée, ça aide au niveau de la gestion du stress, là, de savoir qu'on vit ça tous ensemble. Fait que
d'aller chercher de l'aide. Puis c'est pas nécessairement de l'aide de professionnels, oui, mais de s'entourer, d'en parler avec leur entourage. Quand on ouvre la porte, souvent, il y a plein de choses. Moi, j'ai des clients, ils sont en arrêt de travail, puis ils réalisent, mais ma tante a fait une dépression majeure, mon père a été en arrêt de travail pour un burn-out. Je n'étais pas au courant de ça. Mais là, vu qu'ils sont en arrêt, tout d'un coup, on va en parler. Fait que de s'ouvrir là-dessus, de demander à leurs proches, comment ils font pour gérer leur énergie ou la pression du quotidien. Puis ben, c'est sûr que ça va générer des discussions intéressantes. Fait que de ne pas être seul là-dedans, je pense que ce serait ça. J'adore. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Si on exclut Sonia de cette question, Ben là... quelle invitée, quelle femme plutôt inspirante, que soit tu connais ou que tu connais pas, là, tu voudrais référer à ce balado, tu voudrais qu'on invite à ce balado? C'est une bonne question. Ça aurait été trop facile. Elle peut être connue ou pas. Elle peut être connue. Une femme que tu trouves inspirante autour de toi, directement ou indirectement? Bien, j'ai une de mes collègues qui a écrit un livre sur la Intergo, elle aussi en santé mentale, puis elle a écrit un livre sur comment expliquer à un enfant en bas âge que maman, puis là, la version papa s'en vient bientôt, comment expliquer à un enfant que maman vit une difficulté ou une vulnérabilité au niveau de sa santé mentale. Ça s'appelle « Maman et le nuage qui passe ». Puis c'est un conte imagé pour vraiment ouvrir la discussion avec un enfant sur les enjeux de santé mentale d'un parent. OK, c'est... Wow. Ouais. Wow, là. C'est vraiment nice, ça. C'est adorable. Je suis très intéressée. Que c'est super pertinent, évidemment. Moi, je trouve que c'est important d'être ouvert. Justement, on parlait de masque tantôt, mais de faire une illusion que tout est beau puis qu'il n'y a rien qui se passe, c'est pas nécessairement bon. Puis de montrer à la place à l'enfant, comment est-ce qu'on se sort de ça, comment on va de l'avant, comment on se relève. Moi, je trouve que c'est tellement pertinent. Vraiment pertinent. Wow. Quelle belle initiative d'avoir écrit un livre là-dessus, de cette façon-là. Smart. Son nom, c'est? Marie-Michel Bertrand. On la salue. Puis elle a écrit ça avec une de collègues, amis. En tout cas, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés. Il me semble ETS, sa co-écrivaine, il me semble, de formation ETS. Fait que, ouais, c'est un super... Il est beau, là. En tout cas, J'adore. Ouais. Fait que la version papa s'en vient aussi bientôt. Très cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur le site de l'Ordre. Parfait. Ben, sinon, Charlotte Lemay, ergothérapeute. Le monde peut vous booker avec toi? Oui, tout à fait. Puis ils peuvent, moi, c'est sûr, j'encourage toujours les gens à magasiner leurs professionnels, s'assurer que c'est un bon fit, que ça répond à leurs besoins. Mais tu sais, je suis pas seule à faire cette pratique-là au Québec. Il y en a tout plein d'autres fantastiques ergo. Fait que je vous encourage à aller chercher de l'aide, en fait. C'est plus ça, là. Peu importe avec qui, ouais. Parfait. Ben merci, Charlotte. Je m'adresse aux auditrices. Si jamais vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le liker, nous laisser un petit commentaire. C'est quoi votre moment préféré aujourd'hui? Suivez-nous sur nos médias sociaux, Elle le balado partout. Puis on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Merci beaucoup, Charlotte. Salut! Merci.